Chers amis de KTO, je suis heureux de vous retrouver pour la suite de cette émission philosophique, cette série d'émissions qui avait commencé il y a 15 jours avec Pierre Manant. Et ce soir, je suis très heureux de recevoir Chantal Delsol. Chantal Delsol, bonsoir. Bonjour François. Alors, vous êtes philosophe du politique, philosophe d'éthique également. Vous avez longtemps été professeur de philosophie, vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques. J'aimerais vraiment que nous passions ce moment ensemble pour que vous nous aidiez à comprendre ce que vous n'avez cessé de travailler. C'est au fond l'émergence de la société moderne, de la modernité, qui a quand même changé beaucoup de choses par rapport aux sociétés traditionnelles, et puis son évolution jusqu'à ce que vous appelez la modernité tardive, qui pose des questions un peu inédites à l'homme, et sur lesquelles on a besoin un petit peu souvent d'outils de compréhension. Donc je crois que vous allez pouvoir nous les donner ce soir. Alors, d'abord, j'aimerais bien que ceux qui ne vous connaissent pas encore, beaucoup de téléspectateurs de KTO vous ont lu, mais enfin certains ne vous connaissent pas, fassent un peu mieux connaissance avec vous. Et j'aimerais bien que vous me disiez d'où vous vient cette passion du politique. Est-ce qu'elle vient d'une atmosphère familiale? Est-ce qu'elle vient de lecture, de rencontres? Comment Chantal Delsol est devenue Chantal Delsol? Alors d'abord, la philosophie, j'ai toujours eu envie de faire de la philosophie, même avant d'être en classe de philosophie, probablement parce que chez moi, il y avait constamment des discussions. Mon père était scientifique, mais en même temps, il avait fait une thèse de philo, donc il était passionné par ça. On discutait beaucoup. Les chiens ne font pas des chats. Les chiens font pas des chats. Il y avait beaucoup de gens qui passaient à la maison, beaucoup de philosophes qui passaient à la maison. On discutait. Donc j'avais toujours eu envie de faire ça et d'être professeur, parce que mais mon père était professeur. J'avais beaucoup d'admiration. J'étais la fille aînée, donc je crois que ça a beaucoup joué. Et puis, j'avais décidé, quand je suis entrée à l'université, parce qu'il fallait bien penser un peu à une spécialité quand même quand on commençait à faire de la philo, il fallait bien réfléchir à la spécialité qu'on allait prendre à l'intérieur même de la philo, et j'étais sûre que j'allais faire esthétique. Et donc, je m'étais inscrite à une double licence de philo, licence d'histoire de l'art. Et je me rappelle très bien qu'en histoire de l'art, on faisait, à ce moment-là, l'année où j'étais là, on faisait les mastabas égyptiens et le Bauhaus, vous voyez, entre autres. Il y avait aussi les impressionnistes, bon. Et donc j'étais sûre de vouloir faire ça. Et pendant 3 ans, j'ai fait les 2 licences dans cette idée-là, parce que j'étais passionnée vraiment par la beauté, par l'art. Et puis, au moment où je terminais ma licence, c'était mai 68. Et donc, j'étais d'une famille traditionnaliste, maurassienne en fait, et on s'est tous engagés contre les gauchistes en fait. Moi, j'ai jamais été du côté des gauchistes, contrairement à la plupart de mes amis qui sont des convertis en fait. Et donc, j'étais engagée du côté des gens qui étaient contre les communistes, les Mao, etc. Et j'ai été passionnée par cet épisode de l'histoire de France. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé que j'allais changer d'orientation et que j'allais faire de la philo-politique, même si, quand même, je me suis inscrite pour ma maîtrise, donc qui venait juste après, avec Henri Maldinet, pour faire 1 an donc mon travail de maîtrise sur les formes de l'art préhistorique chez Hegel. Donc, vous voyez, j'étais encore quand même toujours voilà. branchée. Mais après, je suis vraiment passée à la philo-politique. C'est comme ça, en fait, que ça a commencé. Mais pour ma thèse, après ma grande thèse, les thèses duraient 10 ans à l'époque. J'ai décidé donc de faire de la philo-politique. Je me suis inscrite avec Julien Freund, mais sur l'Antiquité, parce que pour moi, les antiques, c'était tout. Enfin, c'est encore, d'ailleurs. Je pense qu'on n'a rien inventé depuis Platon et Aristote, au fond. Pour moi, c'est vraiment très, très important. Moi, j'avais fait du grec et du latin. Et donc, j'ai fait mes 10 ans de thèse sur les anciens. Alors, vous avez cité un nom que peut-être un certain nombre de nos téléspectateurs ne connaissent pas. Peut-être dire 2 mots de Julien Freund, qui était vraiment quelqu'un de très important. Mais dites-nous qui c'était et qu'est-ce qu'il a représenté pour vous. Alors, il a été très important pour moi, même si à l'époque, il était important pour personne, ou pour pas grand monde, en fait. Il a quelques disciples, mais qui sont souvent d'ailleurs des convertis, comme Pierre-André Taguieff, qui est... il y avait peu de gens qui le suivaient à l'époque. Moi, quand j'ai cherché quelqu'un pour être mon directeur de thèse,
Je ne savais pas très bien à qui demander. Et j'avais lu son livre sur Max Weber, sur le politique chez Max Weber, et j'avais été passionnée par ça. Il y avait peu de gens à l'époque, il y avait peu de philosophes qui n'étaient pas à gauche, qui n'étaient pas marxistes d'une manière ou d'une autre, parce que le marxisme était multiple. Hein. Il y avait bien sûr, il y avait des althusériens, il y avait des Mao, il y avait des trotskistes, il y avait absolument de tout, des staliniens bien sûr. Mais des gens qui n'étaient pas marxistes, des aristotéliciens, des gens qui étaient adeptes d'une philosophie de la finitude, ça n'existait pratiquement pas. Au fond, il y avait Raymond Aron et Julien Freund. Et quand j'ai lu ce livre, j'ai trouvé que ça correspondait tout à fait à mes convictions. Donc je lui ai écrit, j'ai envoyé une sorte de bouteille à la mer. Vous savez comment on fait quand on écrit à quelqu'un en disant voilà, je suis rien, je voudrais faire une thèse. Et voilà, j'ai eu de la chance, il m'a répondu et il m'a dit de venir le voir. Il m'a prise en thèse alors que vraiment... Bon, je ne portais pas beaucoup d'espérance, mais il m'a fait confiance. Et donc, à partir de là, bon, on a commencé à discuter, on s'est écrit. Et pour moi, ça a été très, 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 très important d'être en relation avec lui et de pouvoir avoir des contacts avec une personne pour laquelle j'avais tellement d'admiration et qui m'a beaucoup aidé. Est-ce que finalement l'anticommunisme, parce qu'on a parlé un petit peu de ça, a été quelque chose de fondateur pour vous dans la volonté de comprendre ce qui se passait dans le monde ? Oui, enfin, il faut aller plus loin que l'anticommunisme, parce que l'anticommunisme, en fait, était, enfin, en tout cas pour moi, la face émergée d'un iceberg, qui était l'iceberg de nos limites, quoi. Il n'y a pas de limite, tout est possible. L'homme n'est pas un être fini, c'est un être tout-puissant. Donc il y avait toute une philosophie dessous. Et au fond, c'était cette philosophie, surtout qui était importante pour moi. Le communisme, bon, évidemment, c'était très important, mais c'était vraiment l'aspect immergé de quelque chose. En tout cas, c'était je pense, la démonstration à l'époque que vous étiez un esprit libre et qui ne voulait pas suivre ce qui se passait, je dirais, dans la majorité, finalement, des facultés et des lieux d'enseignement. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de votre goût pour les anciens, sur lequel vous avez fait votre thèse. Mais je voudrais rentrer tout de suite dans cette grande distinction entre la politique ancienne et la politique moderne. Pour ceux qui nous écoutent, finalement, qu'est-ce qui a changé fondamentalement entre la manière de penser et de vivre le politique à l'âge classique, on va dire, et à l'âge moderne? Quels sont les grands changements? Qu'est-ce qui fait que c'est plus du tout la même chose? Oui, on le voit bien quand on compare. Ça a été fait d'abord par Fustel de Coulanges et puis par bien d'autres après. Le livre de Fustel de Coulanges étant fondateur. Quand on compare la démocratie ancienne et la démocratie moderne, hein, parce qu'il s'agit toujours d'une démocratie, mais évidemment elles sont très très différentes. Au fond, la grande différence qui a séparé les deux époques, qui a coupé l'histoire de l'humanité en deux, c'est qu'on est passé d'un âge, je dirais, communautaire, où l'individu était le membre d'un tout, d'abord, avant même d'être un individu, ou à une époque où l'individu est vraiment devenu un individu, c'est-à-dire que c'est lui qui a compté avant le tout. Même si, évidemment, la chrétienté avait conféré une dignité très importante à tous les individus, puisqu'il les traitait comme des personnes, que ce soit d'ailleurs des hommes ou des femmes, des esclaves ou des hommes libres, c'est Saint Paul. Hein. Même si la personne restait quand même membre d'une communauté, d'une famille d'abord. Hein. Avec l'âge moderne, on voit, pour ainsi dire, la personne qui se sépare de la communauté et qui devient un individu. Hein. Et donc, après, ça va donner l'âge postmoderne. Au fond, c'est ça qui fait la séparation. Et justement, dans cette nouvelle ère, où l'individu est quand même central, voire premier, en tout cas considéré comme premier, oui, bien sûr, premier, oui. Comment réussir à poursuivre le grand objectif des anciens, qui était la poursuite du bien commun? Comment arrive-t-on à considérer le bien commun dans une société qui est quand même basée d'abord sur le postulat de l'individu? Est-ce que c'est possible? Ben, si on reste sur l'individu vraiment au sens strict du terme, c'est pas possible. L'individu, c'est véritablement quelqu'un qui est centré sur lui-même
et qui ne s'intéresse à la communauté que quand elle le sert. D'où les réseaux. Je surfe sur des réseaux, je grappille ce qui m'importe, et puis quand arrive la responsabilité, je change de réseau, je zappe. Donc si on prend l'individu vraiment pour un individu, ça ne peut pas marcher. En revanche, la seule chose que nous pourrions faire, à mon avis, puisque vous me posez la question, c'est nous considérer comme des personnes et pas comme des individus. Parce que la personne, c'est véritablement un être substantiel unique qui est d'une certaine manière seul au monde en ce qui concerne sa dignité, mais qui est relié à ses communautés et dont on considère qu'il ne peut rien sans ses communautés parce qu'en fait, bien sûr, il est une substance, il a sa liberté, mais sa liberté ne vaut pas grand-chose s'il n'est pas inséré dans des communautés. Et je pense qu'il faut creuser le personnalisme. Il y a toutes sortes de personnalismes, il y en a que je préfère à d'autres. Si on veut pas tomber dans l'individualisme fou dans lequel on est aujourd'hui. Ouais. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. Mais du coup, par ailleurs, ce qui est, je crois, très original dans votre manière de voir les choses, c'est que vous n'êtes pas pour autant réactionnaire. C'est-à-dire que vous ne pensez pas qu'il faudrait essayer de retourner à ces sociétés très communautaires, très organiques d'autrefois, parce qu'au fond, ça ne pourrait pas fonctionner. Ça pourrait même être dangereux. Je pense que vouloir revenir à ce qui était avant, c'est aussi dangereux qu'être utopique. Parce que ce qui était avant, on peut l'aimer, mais ça ne reviendra pas de toute façon. Moi, je me retrouve avec, j'ai beaucoup d'amis conservateurs, je vis dans ce milieu-là. Je me rends compte que parmi les conservateurs, beaucoup sont réactionnaires, mais ne peuvent pas le dire parce que c'est pas possible aujourd'hui de se dire réactionnaire. Et c'est un peu, à mon avis, c'est un peu un problème. Et peut-être que les conservateurs seront plombés dans notre pays, vous voyez ce que je veux dire, entraînés par le fond, parce qu'ils sont, au fond, ils sont noyés dans les réactionnaires qui ne se disent pas. Hein. Personnellement, je ne suis pas réactionnaire, mais déjà, pour une raison très simple, vous savez, je vais vous dire. Comment est-ce qu'une femme peut être réactionnaire hein? Si j'étais réactionnaire, je n'aurais jamais pu faire d'études. Oui. Hein? Donc, je vais quand même pas cracher dans la soupe. Alors là, en ce qui concerne ce dont nous parlons, là, c'est cours, camarade, l'ancien monde est derrière toi. Hein? Parce que moi, sinon, j'existerais même pas. Je pourrais même pas vous parler, là. Moi, je préfère qu'on soit maintenant, du coup. Donc, voilà. Je ne suis pas réactionnaire. Je suis conservatrice parce que je pense qu'il faut mettre des limites à notre monde. Et ce qui est vraiment horrible aujourd'hui, c'est que nous sommes au milieu de gens, d'où la PMA par exemple, qui pensent qu'il n'y a pas de limite, que tout est possible. C'est là où les conservateurs sont, à mon avis, précieux. Hein. Mais les réactionnaires, non, on ne va pas revenir à avant. Je ne veux pas revenir à une époque où les femmes ne pouvaient pas faire d'études. Ça serait quand même assez ridicule. Non, ça, je crois qu'on ne veut pas. En tout cas, me semble-t-il. Et est-ce que vous vous sentez aussi, par ailleurs, libéral? Est-ce que les deux peuvent fonctionner? Alors, au sens de la défense de la liberté, bien sûr, de la liberté politique. Ça dépend ce qu'on appelle libéral. Bon, si on admet comme définition que être libéral, c'est penser que la liberté est plus importante que l'égalité, c'est là où je suis libéral. Hein. Je pense que la liberté est très importante, qu'il faut, bien sûr que l'égalité aussi est importante, mais il faut d'abord considérer la liberté, qui fait partie d'ailleurs de la personne. Hein. Je ne vois pas pourquoi d'ailleurs le conservatisme ne serait pas compatible avec la liberté, au moins entendue en ce sens. Hein. Parce qu'être conservateur, ça veut dire simplement qu'on fait attention aux limites des choses et aux limites des comportements. La liberté n'est pas incompatible avec ça. Ces limites, justement, elles sont profondément pour vous de quel ordre? Qu'est-ce qui limite finalement l'homme? Qu'est-ce qui lui donne sa limite? Nous sommes limités de partout. De partout. C'est ça que nous ne voulons pas admettre. Et je ne pense pas que cette attitude d'humilité nous rabaisse. Parce que je ne pense pas que l'humilité nous rabaisse. Au contraire, parfois, elle nous grandit d'ailleurs. Nous sommes limités de partout. Si vous prenez la chose politique, les limites, elles doivent venir avec les limites de l'État. Hein. L'État ne doit pas avoir tout pouvoir.
elles doivent venir avec la circulation. Et la liberté de circulation doit être limitée. Hein. Elles doivent venir avec l'anthropologie. Il y a des besoins de l'homme. Hein. Si on reprend le débat de la PMA, l'homme est un être fait de telle sorte qu'il a besoin d'un père et d'une mère. Donc ça, c'est des limites anthropologiques. Bien sûr, ça se discute, tout se discute. Oui. Hein. Mais donc les limites, elles sont partout. Et en tant qu'individu ou en tant que personne, je préfère ce mot, je suis limitée de partout. Je suis déjà limitée par toutes les attaches que j'ai. Si j'avais pas des attaches affectives, mais je ne serais rien. Hein. Un individu sans ses attaches affectives, il ne serait rien. Il pourrait mourir tout de suite. Hein. Donc nous sommes limités de partout. Et vraiment, il faut prendre ça en compte. Hein. Nous avons des limites intellectuelles, évidemment, des limites de temps, des limites d'espace. Enfin. Vous parliez à l'instant des limites de l'État, qui est un thème assez cher, notamment à la tradition libérale. Comment peut-on articuler le souci d'un ordre juste, qui peut s'appeler le bien commun finalement, et puis justement les limites mises à un État pour que le souci de l'ordre juste ne devienne pas une contrainte trop insupportable et une atteinte aux droits des individus. Est-ce que ça, c'est possible? Est-ce qu'on a trouvé la bonne matrice? La justice elle-même doit tenir compte des limites, parce que c'est peut-être justement le problème que nous avons aujourd'hui, par exemple avec l'égalité. On peut penser qu'une certaine égalité, c'est de la justice. Je pense en effet. Il faut qu'il y ait une certaine égalité dans une société, parce que s'il y a trop d'inégalités, on tombe dans des sociétés folles, les sociétés d'Amérique du Sud, où il y a un tel culte de l'inégalité que les gens deviennent fous. Je pense que d'ailleurs c'est peut-être de là que notre pape tire, enfin bref, un certain nombre de considérations qui sont bizarres. Donc l'ordre juste lui-même doit tenir compte de ça, mais l'égalité elle-même ne doit pas être excessive. Elle doit être limitée, parce que si on veut aller dans une égalité totale, comme par exemple les lois de Gante en Scandinavie, où personne n'a le droit de dresser une oreille au-dessus de l'autre, on tombe dans des excès aussi. Donc l'ordre juste lui-même doit tenir compte des limites dans tous les sens du terme, je crois. Comme on est sur KTO, j'ai envie de rebondir sur ce que vous disiez à propos du pape. Vous disiez, il vient d'Amérique latine, et c'est peut-être pour ça qu'il y a des choses qu'il dit qui sont un peu bizarres. Juste, je pense que nos téléspectateurs ont envie de comprendre ce que vous voulez dire derrière. Oui, parce que je pense c'est normal que chacun baigne dans son temps, et dans son époque, et puis dans son lieu. Nous sommes tous les fils de notre espace et de notre temps, c'est parfaitement normal. On n'est pas éthéré comme créature. Et donc lui, c'est un fils de l'Amérique latine. Et l'Amérique latine, c'est quand même un pays, je vous dis, où il y a un culte de l'inégalité. C'est impressionnant. Pour nous, c'est impressionnant, parce que nous ne vivons pas là-dedans. Et je pense que lui, il a été très marqué par ça. Et je pense que ça peut le conduire à faire des déclarations parfois, personnellement, c'est très personnel, je pense qu'un pape n'a pas à se préoccuper des questions économiques et politiques. Il n'a pas à faire des... Parce que dès qu'il parle, on peut penser qu'il parle ex cathedra. On pense qu'il parle ex cathedra, ce qui n'est pas le cas, en l'occurrence. Donc je pense qu'il faut quand même qu'il se limite, et qu'il essaie de ne pas faire des déclarations sur ce que devraient faire les politiques. C'est là où je suis un petit peu critique, vous voyez. Et je pense qu'il fait des déclarations dans le sens d'un homme qui vient de l'Amérique latine, ce que je ne lui reproche pas. Je ne lui reproche pas de venir de l'Amérique latine, pas du tout. Je lui reproche de faire des déclarations, certaines déclarations. C'est pas légitime que l'Église aussi se donne une parole sur la politique, surtout dans le monde dans lequel nous vivons, où il y a besoin d'une parole... Quand la politique va vraiment dans des excès horribles, oui, je suis d'accord. Qu'un pape dise quelque chose sur le communisme, sur le nazisme, oui. Mais qu'un pape dise ce qu'il pense sur la politique quotidienne d'un pays normal, que nous sommes quand même, nous sommes un pays normal, non, je pense pas. Donc il faut des limites aussi. Il faut des limites aussi. Je pense que lui, il déborde un peu. D'accord, merci Chantal Delsol. Alors on va continuer cette interrogation. On voit bien ce qui a changé entre l'ancien monde et le nouveau, mais, et ça a été vraiment une partie importante de vos travaux et de vos réflexions, la modernité elle-même n'est pas restée figée, elle a beaucoup évolué, et aujourd'hui on est arrivé dans une époque
un peu particulière qui est au fond celle de la postmodernité, on peut le dire, ou de la modernité tardive. Enfin, les mots ne sont pas si importants. On a l'impression que la modernité a cherché à fuir les limites ou les apories du passé, mais qu'elle retrouve en face d'elle peut-être des limites encore plus, ou des apories encore plus considérables. La modernité s'est imaginée au fond qu'elle pouvait carrément changer le monde humain, supprimer la finitude humaine, changer l'homme carrément. Et elle a pensé qu'elle pouvait le faire par des systèmes, que des sociétés bien faites, ça a été Condorcet, c'était un certain nombre de révolutionnaires français, qu'une société bien faite pourrait transformer l'homme. Et ça nous a amené à la création des divers socialismes, qui sont très différents les uns des autres, et finalement au marxisme. Et ça nous a amené, au fond, au XXe siècle, qui a été ce que certains auteurs, dont Nolte ou d'autres, ont appelé la guerre civile européenne, c'est-à-dire le marxisme, et puis en face, ceux qui étaient affolés par le marxisme et qui, au fond, sont revenus à des formes complètement antérieures, ça a été le nazisme. La guerre civile européenne, ça a été un affolement d'aiguilles, si vous voulez, un peu comme un cadran qui s'affole. Et puis, évidemment, ça a amené à des catastrophes, parce que on ne peut pas transformer l'homme, quoi qu'en pensaient les communistes, on ne peut pas transformer l'homme avec des systèmes, ça n'existe pas. Et on ne peut pas non plus revenir à certaines formes antiques, ça n'existe pas non plus, c'est ce que pensaient les nazis. Il faut qu'ils revenaient même très très loin, vers les mythes de païens anciens. On ne peut pas faire tout ça, c'est là où le problème des limites revient. Donc, la postmodernité, c'est ce moment où on s'aperçoit qu'on ne peut pas faire ça. Alors, beaucoup de déceptions, beaucoup d'aigreur, beaucoup de révolte. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on reste quand même sur cette idée que l'homme pourrait devenir tout-puissant. Donc, on donne tout pouvoir à l'individu. Et donc, on arrive à des sociétés où, finalement, c'est l'individu qui doit être le roi de lui-même. C'est toutes les réformes que nous avons aujourd'hui. Et évidemment, on en vient à supprimer la chrétienté. Et donc là, je pense que ce qui est très important aujourd'hui, c'est l'effacement de la chrétienté. Là, si je peux en dire un mot. Oui, bien sûr. Il y a 15 siècles, 5e siècle après Jésus-Christ. C'est très intéressant de voir ce qui se passe à ce moment-là, l'époque de Constantin et l'époque de Saint-Augustin, d'Ambroise de Milan. Vous avez des auteurs chrétiens qui sont à l'époque les plus malins, l'élite. Les chrétiens sont l'élite urbaine, on l'a oublié. Les agriculteurs, qu'on appelle des paganus, sont restés dans les rites païens. D'où le mot païen qui va émerger à ce moment-là. L'élite urbaine, ce sont des chrétiens. Les chrétiens, les écrivains chrétiens appellent les écrivains païens des demeurés, ce que nous faisons aujourd'hui avec les chrétiens. Et ils s'intitulent eux-mêmes modernus, les modernes. Et ils instituent tout un tas de réformes, de mœurs, qui sont exactement celles que nous sommes en train de supprimer aujourd'hui. Vous voyez ? Ils suppriment l'infanticide des Romains. Ils mettent un terme plus ou moins au divorce, les Romains, etc., etc. Et nous, au bout de 15 siècles, nous sommes en train de remettre tout ça en cause, en utilisant le mot moderne encore, en disant que les chrétiens sont des demeurés. Donc, ce que nous voyons dans la postmodernité, c'est véritablement l'effacement de 15 siècles de chrétienté. Je ne dis pas de christianisme, parce que les chrétiens vont rester. Nous sommes là quand même, et puis il y a des chrétiens en Chine, il y a des chrétiens en Afrique. Bon. Mais c'est la chrétienté qui est en train de s'effacer. Et ça, je pense que ça va être quand même quelque chose de très important. Oui, alors ça, c'est notamment le thème d'un de vos grands livres, L'âge du renoncement, où vous vous interrogez sur finalement cette disparition de l'influence du christianisme en Occident, sous le poids de cette évolution de la modernité. Et vous dites dans ce livre, mais au fond, par quoi c'est remplacé? Et on peut se poser la question. Quels sont les grands thèmes, les grandes manières de voir, de penser, qui remplacent finalement le christianisme aujourd'hui? Oui, alors là, justement, dans ce livre, je me suis interrogée sur ce qui se passait, justement, quand on est face à un certain nombre de...
on n'efface pas toutes les références, on garde ce qui nous arrange et ce qui nous plaît, ce qui est parfaitement normal, toutes les époques font ça. Et par exemple, bon, je me suis interrogée sur ce qui était spécifiquement chrétien, ce qui avait été d'ailleurs gréco-chrétien, parce que les Grecs nous ont précédé les chrétiens sur plein de choses. Par exemple, l'idée de vérité, qui est quelque chose de carrément judéo-chrétien, pas seulement chrétien, judéo-chrétien, que nous gardons en partie, pas totalement. L'idée de dignité de la personne, que nous gardons en partie, pas totalement. Par exemple, on peut dire que le fond, l'essentiel de notre morale aujourd'hui, c'est l'horreur de la Shoah. Tout ce que nous disons en morale est orienté autour de l'horreur de la Shoah, qui peut se comprendre. Hein. Mais ça, c'est quand même une idée de la dignité humaine. Parce que qu'est-ce que ça signifie, l'horreur de la Shoah? Ça signifie tout être humain, quelle que soit sa race, sa nationalité, etc., ne doit pas être traité comme de la viande. C'est ça, l'horreur de la Shoah. Alors ça, c'est l'idée de dignité humaine. Hein, qui vient du christianisme, évidemment, fondamentalement. Évidemment. Donc, il y a un certain nombre de choses comme ça. Bon, la liberté démocratique, parce que quand même, la démocratie moderne, elle est née dans les monastères de Saint-Benoît. Hein, on l'a un peu oublié. La liberté démocratique, elle est en train de s'effacer pour laisser la place au consensus, à toutes ces choses européennes. Mais en même temps, nous gardons une idée de la liberté. Donc, il y a beaucoup de choses chrétiennes qui s'effacent, mais en même temps, nous récupérons. C'est ce que j'ai essayé de dire dans ce livre. Et que vous avez continué d'ailleurs cette réflexion dans un autre livre, je crois, juste après, c'est Les pierres d'angle, où vous essayez justement de voir ce qu'on peut garder, enfin, sur quoi on peut continuer à construire quelque chose et à penser. Et vous parlez justement de la conciliation entre la vérité et la liberté. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore un espace pour essayer de concilier ça? Ou est-ce que c'est devenu presque mission impossible? Il faut déjà croire en la vérité. Oui. Vous savez, l'idée de vérité, c'est quelque chose qui n'existe pas partout. C'est le logos, le logos grec. Ça nous vient de Parménide, puis de Platon, et puis chez les chrétiens. Chez tous les autres peuples, vous avez surtout des mythes. Hein. Les autres peuples s'appuient sur des mythes qui ne sont pas du tout à négliger, à sous-estimer, qui sont des histoires qu'on raconte, qui sont pleines de sens. Hein. Autrement dit, la question n'est pas de savoir si Achille a vraiment existé. La question est de se dire que le courage d'Achille peut nous servir d'exemple pour notre courage à nous. Vous voyez, chez les chrétiens, le Christ a vraiment existé. Donc le courage du Christ nous vient d'une personne dont nous pensons qu'elle a été vraiment vivante et qu'elle a existé. C'est l'idée de la vérité par rapport à l'idée du mythe. Mais c'est aussi important d'avoir Achille, hein, c'est très bien aussi. Mais ça nous amène à d'autres développements, hein, l'idée de la vérité. Mais nous avons perdu en partie cette certitude de la vérité. Nous naviguons vraiment sur des mythes hein, aujourd'hui. Il y a beaucoup de nos contemporains sont en train de récupérer des religions à mythes, au fond, des religions panthéistes. Comme s'il fallait qu'ils retrouvent quand même quelque chose pour fonder. On ne peut pas se passer de quelque chose, on ne peut pas être dans le néant. Donc quand on perd la vérité, on récupère des mythes. Mais en même temps, nous gardons une certaine idée de l'universalisme de la vérité, parce que ce qui vraiment conditionne la vérité, c'est qu'il faut absolument qu'elle soit universelle. Ce qui est vrai ici est aussi vrai là. Hein. Et donc quand nous parlons des droits de l'homme et que nous essayons de développer partout, c'est bien une idée de la vérité universelle. Donc il nous reste ça. Nous sommes dans une sorte d'imbroglio, de mélange, parce que nous avons perdu beaucoup de choses, mais nous voulons garder ce qui nous importe. Enfin, très compliqué aujourd'hui, c'est un vrai mélange. Dans vos pierres d'angle, justement, il y en a une qui est très importante, que vous développez fortement, et vous avez fait allusion au début de notre conversation à ça, c'est la notion de personne. Et vous disiez, il y a plusieurs personnalismes, certains me plaisent plus que d'autres. C'est quoi votre, peut-être en deux mots rappeler la notion de personne, mais c'est quoi votre personnalisme à vous? Alors, le personnalisme, c'est une...
c'est même pas une doctrine, enfin, c'est une pensée, disons, un courant, qui a surtout été développé au XXe siècle, parce que c'est là qu'on en manquait. C'est quand on manque des choses qu'on les développe, c'est normal. Hein. Donc ça a été développé, au fond, on peut dire, chez les Français, et puis chez les Allemands, et donc d'une manière française et d'une manière allemande. Si on peut résumer un peu les choses, on peut dire qu'il y a eu le personnalisme de Mounier, qui est un personnalisme français, très rationaliste, et au fond assez collectiviste, ce qui explique que Mounier, en fait, a été tenté à une époque par le Parti communiste, un peu trop à mon goût, c'est pour ça que je n'aime pas Mounier, hein. Parce que vraiment, les gens qui ont été tentés par le Parti communiste, ça m'agace, hein, vraiment, parce que franchement, je ne vois pas comment un intellectuel a pu tomber dans une trappe pareille. Hein. Voilà, on y revient. Et donc, ce n'est pas le personnalisme que je préfère. Mais on a aussi le personnalisme allemand, qui est, au fond, emmené, je peux dire, par Paul-Louis Landsberg. C'est celui que je préfère. Les Allemands ne sont pas rationalistes, comme vous savez, ils sont plutôt romantiques. Hein. Bon, des deux côtés, il y a des perversions. Le rationalisme français tombe dans un collectivisme communiste, et le romantisme allemand tombe dans le nazisme, parce que l'excès du romantisme, c'est le nazisme, hein. L'excès, la perversion. Hein. Bon, Landsberg, lui, n'a pas été tenté par le nazisme, au contraire, il a toujours été... D'ailleurs, il est mort de ça, puisqu'il est mort dans un camp. Mais là, nous avons un personnalisme qu'on pourrait dire romantique, si vous voulez, c'est-à-dire enraciné dans l'histoire, pas du tout dans la raison pure. Hein. Et moi, je préfère celui-là. Voilà, donc je conseille à nos auditeurs de lire Landsberg, Les Pierres Blanches, par exemple. Certains, je pense, vont suivre votre conseil, enfin en tout cas je le souhaite. Toujours dans ce livre, Les Pierres d'Angle, vous avez une réflexion très fine sur la joie et le bonheur. En fait, est-ce qu'on ne serait pas dans une société qui est obsédée par le bonheur et qui oublie que finalement, il y a des choses qui jaillissent dans la vie sans qu'on les construise et qu'on peut peut-être appeler la joie. Est-ce que on n'est pas une société qui est dans une course éperdue, un bonheur qui finalement est assez pauvre, souvent, un bien-être? Le bonheur a tendance à se confondre avec le bien-être. Ouais. Chez les Espagnols, c'est le bienestar pour les deux. Hein. C'est le même mot. Le bienestar, oui. Le bonheur, c'est quand même quelque chose d'immobile et de clos, où rien ne me manque, où les choses semblent être parfaites. On est encore dans cette folie de la perfection, en fait, qui n'existe pas ici-bas. Tandis que la joie est ouverte, elle est espérante. Donc, elle est risquée aussi, oui, elle est risquée. Mais je pense qu'elle est plus profonde et elle convient mieux à l'humain, à mon avis. Le bonheur, c'est quelque chose d'étriqué, de renfermé. Je préfère la joie. Est-ce que dans cette société, finalement, qui est assez relativiste, et vous dites ça, je crois, dans La haine du monde, il n'y a pas... comme quelque chose d'un peu totalitaire, mais il faut être prudent avec les mots, hein, on n'est pas dans le communisme et le nazisme, mais est-ce qu'il n'y a pas comme quelque chose d'un peu totalitaire qui, souterrainement, est en train de créer une sorte de nouvel ordre moral ? Alors, d'abord, j'écarte le mot totalitaire, oui, voilà. Comme vous venez de le dire, parce que je préfère qu'il soit réservé aux vrais dissidents qui ont entendu la sonnette à 5 h du matin pour les emmener quelque part. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Voilà, ce qui n'est pas le cas chez nous, donc voilà. Mais effectivement, je pense qu'il reste dans nos sociétés, et c'est ça que notre postmodernisme développe, une sorte de désir de la perfection. J'avais commencé dans ce livre, La haine du monde, par citer les pages d'un certain nombre de dissidents du centre-est, régions qui sont chères à mon cœur, comme vous savez, qui, quand ils arrivent, et puis de Russes aussi, parce que c'est le cas de Solzhenitsyn, quand ils arrivent à l'Ouest, se rendent compte qu'en fait, la société, au fond, elle ressemble tellement à la société communiste. Parce que... il y a une sorte de collectivisme, il y a une sorte d'aspiration au parfait, il y a une sorte de suppression de la pudeur. Je me rappelle, par exemple, je crois que c'était Milan Kundera qui arrive à l'Ouest au moment où ce pauvre Jacques Brel, condamné par la médecine, en train de rentrer à l'hôpital pour vivre ses derniers jours, est assailli par les journalistes et il dit « Mais
Il n'y a pas de pudeur, il n'y a pas d'intimité. Au fond, c'est comme chez nous. Et puis les HLM ressemblent aux HLM de chez nous, et puis etc. etc. Et je pense qu'effectivement, il y a un lien entre nos sociétés et les sociétés communistes, parce qu'au fond, nous sommes toujours en train de courir après les mêmes perfections. Hein. Et ça, c'est dommageable. Hein, c'est dommageable. Alors, effectivement, je vais développer ça. Alors, je voudrais qu'on termine cette conversation par peut-être des considérations un peu plus, je dirais, contemporaines. Enfin, c'est très contemporain ce qu'on a dit, mais des choses assez concrètes, des questions qui se posent. C'est vrai qu'on est dans une société, paradoxalement, bon, c'est démocratique, mais où parfois le débat semble extrêmement difficile. Et vous avez notamment travaillé sur la question du populisme, qui est un mot très employé aujourd'hui, mais qui finalement est un mot... dites-vous, qui rend le débat difficile. Parce que derrière... Parce que c'est une injure, populisme, voilà. C'est une injure. Ouais. C'est pas revendiqué par les acteurs, donc c'est seulement une injure. Donc il faudrait qu'on n'emploie pas ce mot. Qu'on emploie démocratie libérale, si on veut. Oui. Alors, et libéral, c'est revendiqué. Viktor Orban le revendique, par exemple. C'est un vrai sens. Tandis que populisme, c'est pas que ça n'ait pas de sens, parce que, oui, on peut discuter, mais... J'aime pas qu'on emploie un mot qui n'est pas revendiqué par les acteurs. C'est une manière de... C'est quelque chose qu'on vous crache à la figure, au fond. Oui. Vous voyez ? Et est-ce que ce débat, quand même, peut avoir lieu aujourd'hui, je dirais, autour des démocraties libérales et illibérales ? Est-ce que vous pensez que c'est un vrai débat qui se pose aujourd'hui à nos sociétés ou... Oui. C'est un vrai débat. Je pense que s'il y a des démocraties illibérales, elles sont pas nées de rien. Ouais. Elles sont pas nées juste de quelques personnes qui ont des problèmes économiques, comme on veut nous faire croire, ou qui sont mal dans leur monde. Non, c'est pas ça. Ce sont des gens qui se disent, bon, je prends le cas de Viktor Orban, qui est comme l'un des plus futés de tous, hein, en ce moment, qui se disent, mais attendez, il faut mettre des limites aux choses. Hein. Il faut arrêter d'ouvrir toutes grandes nos frontières et de faire rentrer 1 500 000 réfugiés comme Merkel en 2015. Ça ne marche pas comme ça, les choses. Il y a une culture à protéger. La politique n'est pas là uniquement pour faire de la morale. La politique est là d'abord pour faire de la politique. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle soit immorale, bien sûr. Mais elle est là pour faire de la politique, c'est-à-dire protéger la culture qu'elle a en charge, la société qu'elle a en charge. Donc on met des limites à la liberté de circuler, on met des limites à l'économie, à l'échange des biens, on met des limites à tout, on réfléchit sur les limites, on discute sur les limites, il y a des débats sur les limites. Et ça me paraît très important. Donc je pense que c'est tout à fait normal qu'il existe des démocraties qui discutent sur les limites. Donc, alors après... Bien sûr, on peut discuter. Moi, je pense que Kaczynski, quand il viole la Constitution, je pense qu'il a tort. Hein. On peut débattre, mais au moins qu'on en débatte, qu'on ne soit pas tout le temps à dire on ouvre tout et on est content. Non, ça ne marche pas comme ça. Alors justement, toutes ces questions, elles sont souvent d'ailleurs liées. Ça nous ramène beaucoup à notre Europe, au fond. Avec cette espèce de clivage souvent entre ceux qui défendent l'Europe ou ceux qui défendent la nation. Pour vous, comment ça s'articule ces deux choses, ces nations qui sont des anciennes nations et cette Europe qu'on essaye de construire? Comment vous situez-vous là-dedans? C'est un problème immense parce que je pense que l'Europe a été faite à l'envers, mais on comprend très bien pourquoi elle a été faite à l'envers. Ce qui aurait dû se passer, à mon avis, c'est on aurait dû confier à l'Europe des choses que chaque pays ne pouvait pas faire, ne pouvait pas faire ou qu'on pouvait faire ensemble. C'est la subsidiarité qui vous est chère. La subsidiarité, la politique étrangère ou je sais pas quoi, etc. Bon, tout ce qui est la monnaie, oui. Et puis que chaque pays conserve ce qu'il pouvait faire, c'est-à-dire les diplômes universitaires, des choses comme ça. Et en fait, on n'a pas pu parce qu'aucun pays ne voulait confier une partie de sa souveraineté. Donc, comme il fallait bien qu'on partage des choses, on a partagé des choses qu'au fond, chacun pouvait faire soi-même. Et donc, on en est venu à être enserré par des règlements complètement aberrants, où on nous oblige de calculer les cages à poules ou la teneur du chocolat, vous voyez, la teneur en sucre du chocolat ou en lait, ce qui est complètement aberrant.
Et maintenant, on est enserré dans cette affaire-là et je ne sais pas comment on va s'en sortir. Parce que il est... Alors, si vous voulez, la question de l'immigration fait exploser ça et c'est ça qui produit ces démocraties libérales dont nous parlions. Pourquoi? Parce que la question de l'ouverture à l'immigration est une tragédie. Une tragédie, c'est un moment pendant lequel deux valeurs affamées et contradictoires se battent en duel. Ces deux valeurs affamées, c'est d'une part, il faut protéger notre culture, et d'autre part, on ne peut pas laisser des gens dehors comme ça quand ils en ont besoin, vous voyez. Et elles luttent l'une contre l'autre. Quand on se trouve dans des situations tragiques, il n'y a que la conscience individuelle. C'est comme si, moi, par exemple, je voulais me faire avorter, il n'y a que ma conscience individuelle qui peut décider, prendre la décision de savoir si je le fais ou pas. Ben là, c'est pareil. Il n'y a qu'un pays tout seul qui puisse prendre la décision de savoir s'il ouvre beaucoup les frontières ou peu. Donc ces pays du centre-est ont été horrifiés de voir que l'Europe allait prendre des décisions pour eux dans une situation tragique. Vous voyez ? Donc on se trouve dans ce type de situation horrible où en situation tragique, on vient nous imposer du dehors des quotas de réfugiés. À ce moment-là, tout le monde se met à voter pour des gouvernements qui font le bras d'honneur. Vous comprenez ? Et ça, c'est le problème européen. Je ne sais pas comment on va le résoudre, parce qu'on a pris une mauvaise direction au départ. Mais pour des raisons, pas parce qu'un mauvais chef a pris les mauvaises directions, non, mais parce que la situation était telle qu'on a été amené à les prendre, vous voyez. Et pourtant, vous n'êtes pas anti-européenne. Pas du tout, au contraire. Je suis très pro-européenne. J'ai créé des masters pro-européens partout où j'ai pu. Enfin, je suis très pro-européenne, mais une Europe comme ça, non. Il faut quand même... On a des élites européennes, si vous voulez, qui sont complètement hors sol, qui ne regardent pas du tout les problèmes tels qu'ils sont dans la réalité. Ils n'ont pas du tout les pieds sur la terre. Donc il faut absolument qu'on fasse des vraies réformes, là. D'ailleurs, est-ce que ce n'est pas un problème qui est commun à l'Europe et aux nations d'avoir un certain nombre d'élites, peut-être pas toutes, hein, qui sont très déconnectées de ce qui se passe dans la population? C'est le problème. Et est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut évoluer positivement? Est-ce qu'on a encore des ressources pour retrouver un vrai dialogue entre les élites et les peuples? C'est pour ça que je crois qu'il faudrait vraiment que les courants conservateurs, qui sont quand même beaucoup plus réalistes, se développent intelligemment, s'ils en sont capables, parce que il faut espérer. Et c'est pour ça que je pense que des démocraties libérales comme celle d'Orban, si elles réussissaient à avoir leur mot à dire, pourraient nous apporter quelques solutions, si on les écoute au lieu de les injurier. C'est pour ça que je pousse dans ce sens-là. Et puis, je voulais vous avez fait allusion tout à l'heure, mais je voulais qu'on aborde vraiment la question sur une question vraiment d'actualité, qui sont toutes les grandes réformes sociétales, bioéthiques, qui changent très profondément nos législations et notre conception finalement de l'homme. Par rapport au débat actuel autour de la PMA, qu'est-ce que vous voudriez dire en tant que philosophe à ceux qui nous regardent ce soir, pour comprendre la profondeur de l'enjeu? Alors, puisque vous me donnez l'occasion de parler de la PMA, je voudrais d'abord dire une chose. Je pense qu'il y a beaucoup d'arguments qu'on pourrait donner qui sont différents les uns des autres. Par exemple, puisque nous sommes à KTO, on pourrait donner des arguments théologiques. J'ai entendu cet été, dans l'église du village dans lequel j'étais, un prêtre qui faisait un sermon et qui disait « Je suis contre la PMA parce que ça va contre le plan de Dieu ». Alors, je dis bien franchement, quelle sottise. Parce que si vous commencez avec ce genre d'argument, vous n'aurez jamais le dessus. Ça, vous pouvez être absolument tranquille, parce qu'on n'est pas suffisamment nombreux. Moi, c'est pas du tout l'argument qui m'intéresse. Même si le plan de Dieu ne me désintéresse pas, mais je pense que c'est pas là-dessus qu'il faut. Il ne s'agit pas non plus de dire qu'un enfant a toujours besoin d'un père, parce qu'il y a des tas de sociétés dans lesquelles il n'y a pas de père, ou pas de père, en tout cas pas de père qui s'occupe de l'enfant. Prenez les sociétés polygames, par exemple, les sociétés arabes polygames, les familles polygames, quand un père a 40 enfants, je ne pense pas qu'il puisse éduquer son enfant. Et puis, il y a des sociétés africaines où il y a l'enfant a plusieurs pères. Donc, il ne faut pas partir de là, parce qu'immédiatement, on va vous répondre, mais non, il y a des sociétés sans père qui marchent très bien, où l'enfant est très heureux, ce qui est vrai. Pour moi, le seul vrai argument, c'est que on ne peut pas priver l'enfant de son père parce que nous vivons dans des sociétés libres. Or, il n'y a que le père qui puisse éduquer à la liberté. Il n'y a que
si vous voulez, un lien entre le père et la mère qui puisse permettre à la fois d'apporter la tendresse et d'apporter la liberté. Parce que quand on apporte la liberté, on court des risques. Hein. Forcément, on court des risques. On ne peut pas éduquer à la liberté sans faire courir des risques à l'enfant. Donc, il faut absolument qu'il existe les deux pôles. Hein. Et c'est d'ailleurs pourquoi, dans les sociétés libres, vous avez la monogamie. Les sociétés grecques et latines étaient monogames déjà, hein, à une époque où les sociétés n'étaient jamais monogames. Vous allez en Chine, vous allez n'importe où, vous avez la polygamie partout. Hein. Donc, si vous voulez, vous avez un véritable lien entre la monogamie, c'est-à-dire le père et la mère, et puis la liberté. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut insister. Hein. Parce que ça, les gens peuvent le comprendre. Les gens tiennent à la liberté. Nos concitoyens tiennent à la liberté. Ça, ils peuvent vraiment le comprendre. Je pense qu'il faut insister sur cet argument-là, pas sur le plan de Dieu. Et puis la psychologie nous dit qu'effectivement, le père est là pour donner l'autonomie aux enfants. C'est ça. Mais dans toutes les sociétés où il n'y a pas de père, il y a forcément un pouvoir autocratique. Hein. Parce que effectivement, le père peut. C'est pas que la mère ne puisse pas le faire, qu'elle soit pas assez intelligente. C'est pas du tout ce que je dis. Mais je dis que si on veut à la fois donner la tendresse et donner la liberté, il faut courir des risques tout en récupérant l'enfant lorsqu'il a couru trop. Vous voyez, c'est très compliqué. C'est très compliqué d'éduquer un enfant à la liberté. Il faut être deux et qu'il y ait deux pôles différents. Est-ce que finalement, on peut mettre une limite à cet individu qui se pense uniquement comme un individu porteur de droits? Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore possible? Là, c'est très compliqué. Vous voyez, j'ai écrit pour le Figaro il n'y a pas très longtemps un article sur les droits, les limites aux droits. C'est très compliqué parce que vraiment, l'autre jour encore, une de mes amies m'a dit que sa fille de 18 ans était allée voir l'assistante sociale en disant « Ma mère m'interdit de regarder ma tablette le soir après 10 heures. C'est mon droit, pourtant, il faut faire quelque chose. » Donc, vous voyez, c'est mon droit. Voilà. Donc, et ça, c'est les profs qui leur mettent dans la tête. Vous avez des droits, vous avez tous les droits. Je pense qu'effectivement, on va avoir du mal à aller contre ça. Bon, il faut expliquer. Après, est-ce qu'on aura le dessus? J'en sais rien. On va peut-être tomber dans des sociétés de folie où chacun, croyant avoir tous les droits, va devenir fou. Parce que quand on croit avoir tous les droits, on se heurte vite à la réalité du monde. Et dans ce cas-là, on devient aigri, révolté. Et c'est la violence qui vient, finalement. On arrive à des sociétés de violence, forcément. Il va falloir qu'on soit vraiment très intelligent pour expliquer tout ça. Hein. Parce qu'on peut pas obliger. Hein. Alors vous disiez tout à l'heure que sur la PMA, qu'il ne fallait pas qu'on ait uniquement des réponses théologiques. Mais justement, quelle place donner aux religions, puisqu'elles sont plurielles aujourd'hui dans un pays comme la France, on le sait bien, quelle place donner aux religions dans l'espace public, dans le débat public? Est-ce que vous seriez plutôt de ceux qui préfèrent que la religion soit plutôt mise de l'ordre du privé pour éviter, je dirais, les luttes religieuses sur l'espace public, ou au contraire, vous pensez qu'il faut pouvoir, dans l'espace public, dans le débat, se dire chrétien, juif, musulman? Ah oui, je pense qu'il faut se dire. Se dire. Après, les gens font ce qu'ils veulent, mais il n'y a aucune raison pour que les religions, toutes les religions, soient tellement repoussées à l'intérieur de soi que finalement, on ne les pense plus. Parce que quand quelque chose est tellement renfoncé à l'intérieur de soi, on peut finir par ne plus y penser ou par ne plus y croire. Il faut quand même pouvoir s'exprimer. Nous sommes quand même des êtres d'expression aussi. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison d'abord d'avoir honte de sa religion. Simplement, il faut quand même que nous apprenions à ne pas obliger les autres. Et je pense que là, l'Église a vraiment des progrès à faire. Je pense que l'Église se comporte encore comme si elle était majoritaire. Elle n'a pas encore compris qu'elle avait carrément perdu son pouvoir. Il fallait maintenant qu'elle se calme. Vous pensez à quoi? Je pense que l'Église... Sur quel point, par exemple? Je pense que les clercs, d'une manière générale, pas tous évidemment, mais ont tendance à trop manifester leur pouvoir, à être trop contents du pouvoir qu'ils ont. Là, vous êtes un peu d'accord avec le pape François sur le cléricalisme? Il y a un cléricalisme fou, je pense. Et ça, c'est pas du tout ce qu'il faut. Il faudrait absolument que nous allions prendre des leçons auprès des juifs et des protestants. Hein.
qui savent ce que c'est qu'être minoritaire. Parce que nous sommes minoritaires maintenant. Et nous allons le devenir encore plus, probablement. Donc il faut vraiment que nous apprenions à l'être. Il ne faut pas du tout les mêmes qualités quand on est majoritaire et quand on est minoritaire. Quand on est majoritaire, il faut être tolérant, parce qu'on a le pouvoir. Aujourd'hui, on a une église qui nous dit « Regardez comme nous sommes tolérants ». Bah oui, c'est pas compliqué puisqu'on est minoritaire, donc on est obligé de l'être. Donc, mais quand on est minoritaire, ce sont d'autres qualités qu'il faut. Il faut avoir un certain courage parce que c'est plus difficile, enfin, etc. Vous voyez, je pense que là, autant, à mon avis, les laïcs ont compris ça, ils ont pris le tournant, mais les clercs ne l'ont pas encore compris. En tout cas en France. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Et à rebours, est-ce que notre laïcité, parfois, n'a pas des accents laïcistes trop... c'est la France. Finalement très religieux? Ben oui, bien sûr, la laïcité est devenue une forme de religion, athée. C'est la France, il faut vivre avec. Nous sommes un pays comme ça, nous sommes à la fois la fille aînée de l'Église et la fille aînée de la Révolution française, qui est une révolution complètement athée. Ce n'est pas le cas de toutes les révolutions. Donc il faut vivre avec, il faut prendre les Français comme ils sont. Il y a des choses qu'on peut ne pas aimer, mais bon, c'est comme ça. Donc la France est un pays athée, il y a 2 pays athées en Europe, enfin, la République tchèque et la France. Bon, il faut vivre avec. Hein. Donc, bon, c'est pas très grave. En tout cas, merci beaucoup Chantal Delsol de ce moment, de cet échange. Merci à vous. Je pense que ça va donner à tous ceux qui nous ont suivis pendant ces 52 minutes sans doute l'envie de continuer à vous connaître en lisant vos livres. En tout cas, c'est ça que j'aimerais leur avoir communiqué comme envie. Et puis donc, je vous remercie de votre attention, de nous avoir suivis, écoutés, regardés pendant cette émission. C'était la 2e de la série. La 3e aura lieu dans 2 semaines et j'aurai le plaisir de recevoir Marcel Gauchet. En tout cas, vous pouvez retrouver cette émission sur le site de KTO, ktotv.com. Et je remercie bien sûr le Charivari qui nous a accueillis avec beaucoup de gentillesse, comme d'habitude, en plein cœur de Paris.